L'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce depuis 2006 de faire mieux connaître l'Europe et plus particulièrement l'Union européenne. Cette période de la pandémie de la Covid-19 impacte très largement l'Europe dans de très nombreux domaines et cela invite à s'interroger sur, bien sûr, l'avenir de l'Europe. Nous avons pris l'initiative depuis quelques mois de lancer un questionnaire sur l'Europe du futur auprès de chercheurs, d'universitaires, de personnalités politiques, administratives et sociales. Cela est complémentaire de la préparation de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci, Monsieur le Président Bernard Stirn, d'avoir accepté cet échange. L'UPEG voudrait mieux connaître votre vision de l'Europe du futur, compte tenu de vos connaissances et de vos compétences en droit public français, mais aussi européen. Vous avez mené l'essentiel de votre carrière au sein du Conseil d'État, en occupant successivement de très importantes fonctions, dont notamment celle de secrétaire général de 1991 à 1995, mais surtout de président de la section du contentieux du Conseil d'État de 2006 à 2018. Vous avez été aussi président du conseil d'administration de l'Opéra de Paris de 2001 à 2018. Vous enseignez le droit public et les libertés à Sciences Po Paris. Le Grenoblois que je suis ne peut pas oublier que vous avez présidé plusieurs années, de 1996 à 1999, le conseil d'administration de l'IEP de Grenoble. Vous êtes depuis 2019 membre de l'Académie des sciences morales et politiques et président de la Société de législation comparée depuis 2020. Vous avez publié de très nombreux ouvrages en droit administratif, en droit public, français et européen, mais aussi sur les libertés en France et au Royaume-Uni, et comme aussi les libertés en question, dernière publication. Cela justifie très largement de vous interroger sur votre vision du futur de l'Europe, notamment de l'Union européenne au moment où se déroule la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, je me permets une première question. Est-ce que la Covid-19 n'a pas été une sorte d'opportunité pour constituer une Europe de la santé et peut-être bien d'autres projets collectifs? Merci, cher professeur, cher ami de votre invitation et de votre très gentil accueil. Je suis très heureux de participer à ce questionnaire que vous lancez très judicieusement. Et je vais donc essayer de répondre à vos différentes questions. Sur la Covid, je crois en vérité que la crise de la Covid-19, comme toutes les grandes crises, est porteuse d'opportunités. Le monde n'avance pas uniquement avec des périodes faciles et heureuses, et de traverser une crise, c'est aussi trouver souvent des ressorts pour mieux rebondir après. Je pense que c'est vrai de la crise de la Covid-19. C'est vrai au plan individuel. Cette crise met en question un certain nombre de comportements individuels. C'est vrai au plan national, car nous, en France, comme dans les autres pays, nous sommes amenés à nous interroger sur bon nombre d'actions, de politiques publiques. Et c'est vrai aussi, pour venir au cœur de votre question, au plan européen. Jusque-là, la santé était une compétence assez marginale, en réalité, pour l'Union européenne, qui intervenait en complément d'action des États. Mais la crise sanitaire a montré que l'échelon européen était nécessaire. Et on le voit en particulier pour la vaccination. Il est certain, même s'il y a eu quelques difficultés au démarrage, que la négociation avec les grands laboratoires pharmaceutiques est mieux assurée au niveau européen que si chacun des pays avait négocié isolément son approvisionnement en vaccins. Et je crois surtout que l'on voit qu'en termes de recherche médicale, la puissance européenne est absolument nécessaire si nous voulons avoir un potentiel suffisant comparable à celui d'autres pays qui ont, de ce point de vue-là, à commencer par les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, montré des capacités de recherche supérieures à celles de pays pourtant bien armés en matière de recherche comme l'est la France. Donc oui, je crois que la Covid-19 fournit à l'Europe l'occasion de réflexion et d'actions nouvelles.
Alors on a ces derniers temps beaucoup parlé de souveraineté européenne, même le président de la République évoque régulièrement l'idée de souveraineté européenne. Que vous inspire cette idée de souveraineté européenne? Écoutez, je voudrais inscrire cette idée dans le prolongement d'une réflexion qui a été lancée par Mireille Delmas-Marty. Mireille Delmas-Marty a, dans plusieurs écrits, soutenu, et je crois qu'elle a tout à fait raison, qu'il fallait passer d'un monde de souveraineté solitaire à un monde de souveraineté solidaire. Et je crois que c'est profondément vrai. Chaque nation est souveraine. Chaque nation est souveraine. Mais cette souveraineté ne peut plus être solitaire, car si elle est solitaire, elle devient en réalité ineffective, parce que à l'échelle du monde aujourd'hui, un pays, même un pays important, point de vue historique, culturel, économique, comme l'est la France, ne peut pas avoir une souveraineté solitaire. Il peut rester souverain sur certains aspects de ses décisions, il doit le rester, mais il doit inscrire cette souveraineté dans un cadre plus large de solidarité, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui des grands enjeux qui se posent au-delà des frontières nationales. Nous évoquions à l'instant la santé, la lutte contre les épidémies. C'en est un exemple très caractéristique. On peut en trouver bien d'autres. La maîtrise des migrations, des phénomènes migratoires à l'échelle internationale, la régulation du numérique et de l'Internet, la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité. Il est clair que sur des sujets de cette ampleur, aucun pays ne peut mener, aucun, même les plus puissants, même la Chine, même les États-Unis, ne peuvent pas seuls mener des politiques efficaces, et donc il y a besoin d'une solidarité. Et pour nous, en Europe, cette souveraineté solidaire, elle est d'abord européenne. Elle est d'abord européenne, ce qui ne veut pas dire qu'elle exclut des solidarités plus larges à l'échelle mondiale, mais elle doit d'abord se construire à l'échelle européenne. Et il est absolument certain, pour simplement, je dirais, concrétiser peut-être la réflexion, que les sujets que je viens d'évoquer, qui sont sans doute les principaux sujets sur lesquels l'Europe peut mener des projets, des projets efficaces, montre que nous avons besoin de ce cadre de souveraineté européen. Un exemple très réussi, juste pour terminer sur cette question, justement en matière de numérique, c'est le règlement général sur la protection des données, le RGPD, où là, l'Union européenne a su trouver des règles claires, efficaces, bien adaptées, qui permettent de mettre en œuvre à l'échelle de l'Union et même au-delà de l'Union, car le RGPD a, je dirais, des échos qui vont au-delà de l'Union européenne, les moyens d'une véritable souveraineté. Pour moi, c'est un très bon exemple de ce que peut être, de ce que doit être dans l'avenir la souveraineté européenne. Et quand vous évoquez l'idée de souveraineté solidaire, comment cela s'inscrit, par exemple, sur le plan constitutionnel? Oui, je crois que notre Constitution ouvre déjà des voies, puisque depuis la révision de 1992, après la traité de Maastricht, l'Union européenne est inscrite dans la Constitution. Donc il y a bien une dimension constitutionnelle de l'Union européenne, et le Conseil constitutionnel en a d'ailleurs tiré des conséquences plus larges même que ce que pouvait laisser penser le texte de la Constitution. Donc je crois que si la souveraineté est nationale en vertu de la Constitution, il y a aussi déjà l'inscription de la dimension européenne dans la Constitution. Maintenant, il est vrai que des étapes ultérieures de la construction européenne pourraient conduire à prolonger encore et peut-être à amplifier l'inscription constitutionnelle. Je ne crois pas que ce soit nécessaire pour d'ores et déjà partager au niveau européen certains éléments de souveraineté. Comment vous concevez vous-même l'avenir de l'Union européenne? Alors, c'est effectivement un sujet passionnant et de pleine actualité avec cette conférence qui se met en place. Je crois que d'abord, pour penser à l'avenir, il faut mesurer les acquis.
les acquis sont porteurs d'avenir. On peut aujourd'hui, devant les difficultés que rencontre le projet européen, devant la situation dans certains pays de l'Union européenne, avoir quelques inquiétudes. Il ne faut pas se le dissimuler. Mais tout de même, quand on regarde le chemin parcouru depuis les années 50, depuis les premiers pas de la construction européenne, en 70 ans, en réalité, un chemin gigantesque a été parcouru. Et je crois que les promoteurs de la construction européenne, les pères fondateurs de l'édifice européen, n'auraient même sans doute pas ambitionné que 70 ans après, on ait un tel niveau déjà de solidarité, solidarité normative, importance des deux cours européennes, la Cour de justice de l'Union et la Cour européenne des droits de l'homme, politique commune, monnaie commune. Je crois que les réalisations Parlement européen, les réalisations sont tout de même très importantes et très encourageantes au-delà des difficultés du moment. Je dirais d'ailleurs que vous avez évoqué mon expérience professionnelle, ce que j'ai vécu au Conseil d'État 1976 où j'y suis entré, à 2018, année où j'ai atteint la limite d'âge, m'a montré la force de cette construction européenne que le Conseil d'État, au départ, abordé sans hostilité, mais tout de même avec un assez grand recul par rapport à l'édifice européen. Puis peu à peu, la jurisprudence, il faudrait beaucoup plus qu'une petite interview pour la retracer. Voilà, la jurisprudence a ancré le droit public français dans l'espace européen. Alors voilà, je crois que tout ça rend quand même confiant pour l'avenir. Il faut savoir regarder en face les difficultés qui se présentent à l'heure actuelle, mais au total, je crois tout de même que l'engagement européen dans les 27 pays de l'Union européenne, et quelles que soient les tensions qui existent pour certains d'entre eux, cet engagement européen est fort. Et pour moi, il est le garant que nous continuerons à avancer selon des voies qui restent maintenant à préciser. C'est tout l'objet de la conférence qui s'ouvre en ce moment. Est-ce qu'il faut oser, comme le suggérait il y a très très longtemps Victor Hugo, oser les États-Unis d'Europe? Alors, c'est vrai que Victor Hugo a employé cette formule un peu prémonitoire, prophétique par certains côtés. Si on réfléchit davantage avec les mots du droit, peut-être qu'avec l'envolée de la poésie, je suis, pour ma part, un peu réservé sur cette expression qui est, je dirais, décalquée de manière sympathique des États-Unis d'Amérique. Et je trouve que la meilleure formule avait été utilisée par le président Giscard d'Estaing quand il parlait de l'Union des États d'Europe. Et le président Giscard d'Estaing, c'est l'occasion de rendre hommage à la mémoire de ce très grand Européen, le président Giscard d'Estaing expliquait très bien, mieux que je ne saurais le faire, que, à son avis, la formule Union des États d'Europe était préférable à celle des États-Unis d'Europe, non pas qu'il y ait un moindre engagement européen, et son engagement européen était très fort et particulièrement incontestable, mais parce que tout ça, et ça je rejoins tout à fait cette pensée, les États sont un fondement nécessaire à la construction européenne, des États qui doivent s'unir. C'est d'ailleurs ce que dit, depuis la révision de 1992, l'article 88.1 de la Constitution. L'Union européenne constituée d'États qui ont librement choisi d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Et je crois vraiment que l'expression Union des États d'Europe est plus adaptée à la réalité et à l'importance qu'ont les États dans la construction du projet commun. Et ce qui veut dire que l'on ne va pas, à votre avis, vers l'idée d'une fédération européenne. On reste dans un système international, difficile Oui. à définir par contre. Difficile à définir, qui a une originalité qui n'est pas
une fédération qui n'est pas non plus une confédération, qui, par certains côtés d'ailleurs, va au-delà de la confédération. Par exemple, la monnaie unique, la Banque centrale européenne va au-delà d'un simple projet confédéral. Je ne suis pas sûr qu'il faille essayer absolument de faire entrer l'Union européenne dans les cases préexistantes. Bon, c'est à la fin du 19e siècle que René Le Fur distinguait la confédération et la fédération. Bon, l'univers a beaucoup évolué. Je crois que l'Union européenne, c'est un projet singulier, original. Et je ne crois pas que ce soit lui rendre forcément service de dire il faut une confédération ou il faut une fédération. Je crois que c'est un peu autre chose. C'est une union d'États à forte capacité intégratrice, y compris sur des points très liés à la souveraineté, comme la monnaie ou les migrations, les visas, des éléments même très forts de la souveraineté des États. Mais compte tenu de ce qu'est l'histoire de l'Europe, de l'importance des États, de l'histoire des États dans la construction européenne, je crois vraiment que c'est à partir des États, avec des concepts même très importants comme la subsidiarité, que l'on peut davantage progresser vers cette union des États d'Europe. Et pensez-vous que le principe de l'unanimité en matière de décision européenne n'est pas parfois un obstacle à aller un peu plus vite? Alors, il l'est sans aucun doute. Il est d'ailleurs, il ne joue pas sur tous les sujets. Il y a aujourd'hui beaucoup de sujets, hein, vous savez comme moi, mieux que moi, beaucoup de sujets sur lesquels les décisions sont prises à la majorité simple ou plus souvent à la majorité qualifiée. Et donc, là, un très grand nombre de décisions aujourd'hui relèvent de la majorité qualifiée. Et il reste des sujets très importants pour lesquels l'unanimité est requise, notamment tous les sujets budgétaires sur lesquels l'unanimité est requise, bien sûr, les compétences vraiment souveraines comme la défense et la diplomatie, et également, et c'est quand même malheureusement d'actualité, les procédures de sanctions à l'égard d'États qui s'écarteraient des principes fondamentaux de l'Union, en particulier en matière de respect des grandes libertés. Alors, on peut trouver cela contraignant, mais je crois que cela rejoint aussi notre réflexion. La souveraineté des États reste tout de même un élément extrêmement important. Et d'ailleurs, même si les traités ne le disent pas expressément, survit en réalité, y compris au regard des règles de majorité, l'esprit du compromis de Luxembourg de 1966, selon lequel on ne peut pas contraindre un État. S'il estime que ses intérêts essentiels sont en jeu, le système de l'Union ne peut pas contraindre, un État. Alors, ça n'a jamais été formalisé dans un traité, ce compromis de Luxembourg, mais je crois que l'esprit est toujours tout de même présent parce que c'est aussi un des éléments de l'Union européenne. Le professeur Alain Pelé emploie cette belle expression d'irréductible souveraineté des États. Et il y a quelque chose de cela dans l'Union européenne. Et je crois que là aussi, ce n'est pas rendre service au projet européen que d'essayer de l'occulter, car elle se manifestera, cette irréductible souveraineté. Et je crois qu'il faut continuer à avancer. Tout en tenant compte et en respectant ces éléments de souveraineté irréductible. Donc vous pensez, et je crois que vous êtes optimiste de ce point de vue-là, qu'il faut poursuivre la construction européenne. Il faut la poursuivre, je crois dire qu'on n'a pas en réalité vraiment de choix. Tout autre choix serait vraiment destructeur pour les États européens. Je dirais le seul choix raisonnable et positif, c'est le choix de poursuivre dans la voie de la construction européenne, ce qui ne veut pas dire ne rien changer aux règles, aux règles actuelles. Et je crois qu'on est un peu à une croisée des chemins quand même aujourd'hui. De ce point de vue-là, le Brexit l'a montré. Le Brexit a des causes britanniques, incontestablement, et s'explique en grande partie par l'histoire, les singularités britanniques.
il a peut-être des causes européennes aussi. Et je crois qu'il doit faire réfléchir tous les autres pays de l'Union européenne. Et de ce point de vue, le Brexit est aussi encourageant, à la fois parce que les pays de l'Union ont su parler d'une seule voix Oui, au Royaume-Uni. Michel Barnier a joué un grand rôle oui, dans cette voilà, unité européenne, mais enfin, elle a existé. Et surtout, le Brexit n'a pas fait du tout tache d'huile. Certains prophètes de malheur voyaient un peu une sorte de théorie des dominos au moment du Brexit. Ce oui, n'est pas du tout ce qui s'est passé. Aucun pays européen, aucun, n'a imaginé, et je crois d'ailleurs que l'exemple du Brexit plutôt dissuaderait, s'il en était besoin, de s'engager de s'engager dans cette voie. En même temps, je pense qu'il faut savoir évoluer, regarder au fond ce qui, dans l'édifice actuel, n'est pas pleinement satisfaisant. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de sujets de fond que la conférence va traiter. Je dirais peut-être de quelques mots qu'il concerne à la fois les rapports avec les États, euh, trouver les moyens d'établir un meilleur climat de confiance entre l'Union européenne et les États, ne pas avoir un système exagérément punitif et au contraire faire confiance aux États pour mener à bien l'engagement européen. Je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir et à améliorer sur les rapports de l'Union européenne avec les États, en ayant toujours le souci d'un dialogue positif et constructif. Si je prends juste un exemple, le dernier arrêt que vient de rendre le Conseil d'État sur les obligations qui peuvent être imposées en matière de conservation des données personnelles aux opérateurs de réseau traduit vraiment cette logique conciliatrice qui, je crois, doit inspirer entre le respect d'exigences de souveraineté qui sont quand même très importantes sur des questions comme la lutte contre le terrorisme ou la grande criminalité, mais aussi l'acceptation de règles européennes telles que définies par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc poursuivre dans la voie de ces logiques conciliatrices. Et je pense que l'autre grand sujet qui est au cœur de votre université, l'autre grand sujet, c'est le rapport avec l'opinion, rapport avec les États d'un côté, rapport avec les opinions d'un autre côté, remobiliser les uns et les autres sur le projet européen. De ce point de vue-là, l'Université populaire européenne de Grenoble est un exemple à suivre pour mieux faire connaître la réalité européenne, mieux faire sentir l'importance du projet européen et mieux obtenir l'adhésion à des projets politiques européens de l'ensemble de l'opinion publique. Là, nous avons vraiment ensemble, je crois, un chemin magnifique d'ailleurs à essayer et très mobilisateur à essayer de construire. Merci beaucoup pour cet échange, Monsieur le Président Stirn. Merci beaucoup de vos encouragements pour l'Université populaire européenne de Grenoble aussi. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous et à bientôt pour À continuer bientôt. à réfléchir ensemble à ces beaux sujets qui nous mobilisent, je crois, également. Ça. Au revoir. Merci. Merci.